Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur cette première intervention de l'après-midi? Oui. Oui. Non, il y a un micro plutôt... parce que sinon, elle ne pourra pas répondre. Enfin, je n'interromprai pas. Un immense merci. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point tous les mots que vous avez employés, pour nous touchent, parce que vous nous éclairez sur un certain nombre de questionnements qu'on porte depuis des années, puisqu'on veut aussi incarner un engagement éthique, pas uniquement spéculatif. Juste, vous avez parlé des chercheurs, enfin je veux dire, tous ceux qui interviennent dans le champ que vous avez évoqué, quelle est leur responsabilité politique ? C'est une vache première question. Quelle est leur responsabilité politique ? Je vais quand même prendre une petite minute pour réfléchir. Mais je vais peut-être revenir sur une des dernières choses que je dis. C'est, pour moi, la responsabilité politique, c'est de politiser, justement. Ça, il me semble que c'est quelque chose d'assez juste si je réponds comme ça. Parce que, responsabilité politique, on peut invoquer des valeurs, etc. Mais pour moi, c'est pas suffisant, parce que c'est pas suffisant d'invoquer, d'instrumentaliser, de dire il y a telle valeur, telle valeur, telle valeur, et de les mettre en vitrine, de dire voilà. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de politiser là où c'est nécessaire. Et toute la démarche éthique, à mon avis, c'est de pouvoir justement être très soucieux de ce qui, à un moment, appelle à être politisé. Alors, c'est difficile, évidemment, à revenir sur un exemple concret. J'essaie d'avoir un exemple concret à l'œuvre, mais pour moi, ça se situe à différents degrés. Donc, si je reprends l'exemple de mon pilulier, quand on se rend compte que ces personnes très vulnérables, parce que très âgées très souvent, et qui n'ont pas forcément connu le numérique et toutes ces manières maintenant très, très simples qu'on a de rentrer dans un système, on se rend compte qu'il ne s'agit pas simplement de parler d'inégalité numérique ou de fracture numérique. Évidemment, ça c'est très juste, et donc ça serait peut-être un peu l'exposition des valeurs, mais se demander comment on peut politiser ce problème. Donc politiser à la fois, je dirais d'un point de vue politique régionale, etc. Pourquoi est-ce que la région wallonne, dans ce cas-là, voudrait absolument que toutes ces très vieilles personnes, très âgées, très vulnérables, puissent tout d'un coup être compétents de manière numérique? Donc quel est le sens politique? Donc politiser cet aspect-là, mais aussi politiser l'objet lui-même, c'est-à-dire se demander en quoi est-ce que ce pilulier va pouvoir faire en sorte que ce qui était, des problèmes qui nous semblent à chaque fois des problèmes individuels. Ah oui, monsieur machin, il ne sait pas parce qu'il a 85 ans. Ou pourquoi madame machin? Non, je veux dire, c'est pas simplement des individualités qui ne s'en sortent pas, c'est ça que je veux dire quand je parle de politisation, c'est de se dire, à la manière dont les féministes l'ont fait dans les années 70, c'est-à-dire politiser quelque chose qui apparaissait à chaque fois très individuel et qui semblait pouvoir être réglé de manière individuelle. Donc c'est porter collectivement une question qui pourrait bénéficier à la plupart, et donc quand je dis ça, c'est un peu conséquentialiste, mais c'est politiser quelque chose qui n'était peut-être pas visible comme ça, dans la manière dont la proposition s'inscrivait ou la technologie se proposait. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle ou qui vous convient, mais... Merci beaucoup. Est-ce que du coup Laetitia a un rôle de contre-pouvoir justement en amont de l'utilisation d'un développement quel qu'il soit par un gouvernement ou autre, ou une entreprise? Moi, c'est ce que je souhaite en tout cas. C'est ce que oui. Je pense que c'est... Alors, je ne sais pas si ça devrait l'être, là, je ne vais pas imposer non plus quelque chose de manière très normative, mais oui, je pense que c'est tout à fait souhaitable en tout cas, que ce soit un contre-pouvoir. Et je pense que dans une époque où dans une grande inflation de l'éthique, je trouve, l'éthique est aussi un peu employée à différents degrés, à différentes sauces, etc. Je pense que justement, faire acte de contre-pouvoir, c'est sans doute le meilleur service à rendre à l'éthique, je pense. Mais comme vous le dites, c'est pas ce qu'on lui demande au départ, c'est pas ce qu'on vous a demandé au départ. Non, pas du tout. Donc comment ont réagi vos partenaires? Est-ce que ça a toujours été... ça n'a pas toujours été très bien. Enfin, je veux dire, ça ne s'est pas toujours bien passé. Évidemment, ça, je n'avais pas le temps de raconter, tous nos déboires. Ça ne s'est pas toujours bien passé. Donc, les premières années
C'était parfois un peu la guerre. Je ne vais pas dire jusqu'à vraiment la guerre, les tranchées, mais voilà, c'était difficile parce qu'ils avaient vraiment une vision très, très instrumentalisante de ce qu'on pouvait être, et donc, ou alors un peu indifférente, en disant « Ok, venez pas trop nous embêter, faites votre rapport, on le relira un petit peu, et puis voilà, de toute façon, vous avez d'autres choses à faire, nous aussi, au revoir, merci. » Donc il y avait un peu deux types de postures comme ça, soit venez pas nous embêter, vous êtes les empêcheurs d'innover en rond, ça on a entendu, hein, vous nous empêchez d'innover convenablement, etc. Aussi, la difficulté, c'était qu'on travaillait toujours avec un juriste, hein, dans ce centre de recherche, comme ça, parce que quand on va en réunion, on a toujours son juriste, et le juriste a toujours son éthicien, etc. Et donc, c'était toujours, au moment des juristes, on peut pas. Et alors, le juriste, voilà, il disait, oui, on peut, etc. Et au moment où le juriste disait, bon, là, c'est pas une question que je peux régler, parce que c'est pas une question qui se règle légalement, c'est une question plutôt éthique. Alors, on se tournait vers nous et dit, alors, on peut ou on peut pas? Et alors, on disait, c'est plus compliqué que ça. Alors, on nous disait, ah non, hein, vous n'allez pas nous emmerder, enfin voilà, vous n'allez pas nous ennuyer, nous embêter, etc. Et donc ça ne s'est pas toujours bien passé, aussi parce qu'au début, on n'avait pas forcément... On est arrivé aussi avec quelque chose de très aussi normatif, en disant « c'est pas du tout ça l'éthique, vous n'avez rien compris, etc. » Donc il y a quand même eu des années d'apprentissage mutuel. Alors, évidemment, les partenaires changent parce que les projets changent, mais nous aussi, on a appris, si vous voulez, on s'est aussi transformé dans ces projets. On n'est pas non plus resté sur parce qu'on partait évidemment avec une posture très normative, et même si on avait, une accointance avec des postures pragmatistes, on ne l'avait pas expérimenté comme tel, si vous voulez. Donc ça a été des longs apprentissages, apprivoisements même, je dirais. Voilà, donc non, ça ne s'est pas toujours bien passé. Parce que, en fait, vous faites exactement le contraire de ce qu'on vous demande. Parce que vous avez dit au départ, vous avez dit au départ que vous étiez opposé à une vision assurantielle de l'éthique, et qu'au début, c'est-à-dire on vous demandait d'immuniser la technique contre la critique. L'éthique, c'est ce rôle-là qu'on lui pose souvent, c'est-à-dire quand on lui demande d'évaluer les impacts légaux et sociaux, donc l'approche... c'est quand même de labelliser la validité morale d'une technologie ou d'une pratique. Et là, vous faites exactement l'inverse, c'est-à-dire que vous ouvrez à la critique sociale et politique la technologie. Oui, tout à fait. Et c'est comme ça qu'au début, on passe beaucoup de temps à faire justement des discussions pour expliquer notre posture, comment on travaille, ce qu'on va faire, tout en leur disant qu'au bout du compte, ils auront des réponses à des questions qui se posent. Mais peut-être que les questions, elles auront changé. Ça, c'est ce qu'on leur dit. On vous donnera des réponses, on ne va pas juste dire non ou oui, mais on va travailler ensemble la question. Et donc, c'est comme ça qu'on en passe par les récits, etc., pour pouvoir reformuler la question, et pas simplement dire « est-ce qu'il est éthique ? Est-ce que parce que parfois, j'avais des partenaires qui me montraient une interface, mais c'est éthique ou c'est pas éthique ? Alors, je disais « mais c'est difficile, on ne peut pas répondre à cette question. Mais alors, qu'est-ce que vous faites dans le projet ?» Ils disaient, voilà, la question, elle se retravaille autrement. Et donc, on a organisé, comme ça, avec les partenaires, des ateliers pour reformuler la question, en fait. Quelle est la problématique qui se joue ? C'est pas simplement une question de data protection, par exemple, puisque ça, c'est des questions qui revenaient beaucoup au début, dans des questions de vie privée. Qu'est-ce que ça veut dire, la vie privée ? Ça ne veut pas simplement dire la bonne gestion de ces données à caractère personnel, ça veut dire autre chose. Et donc, à la fois, on travaillait en atelier avec les partenaires, mais on travaillait aussi en focus group, et on faisait des retours du terrain, etc. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, on a imposé, je dirais, quand même, une autre manière de travailler, dans laquelle on a beaucoup plus impliqué les partenaires aussi, dans la reformulation de la question. Et je pense que c'est ça, après, qui a vraiment été très vertueux, puisqu'au fur et à mesure des années, on se rend compte que les partenaires, maintenant, qui nous contactent pour des projets, savent qu'on travaille autrement, et que c'est agréable finalement de travailler avec nous, parce que ce n'était pas forcément toujours comme ça qu'on était vus au début. Et donc oui, effectivement, on fait un peu l'inverse, mais alors je dirais pas qu'on... C'est toujours un peu un terme controversé d'utiliser le mot ruse, parce que c'est comme si on faisait pas ce qu'on allait dire en fait, on fait ce qu'on fait quand même, on produit quelque chose, donc on délivre, c'est pour ça que je vous parlais d'une double pince, on délivre quelque chose, donc dans le langage un peu... des projets de recherche et développement, on doit délivrer des rapports, etc. Donc on délivre, mais effectivement, on reformule les questions, et après, on redonne une série de réponses aux questions, mais qui ne sont jamais des questions qui permettent de faire, si vous voulez, des croix dans des coches, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie, pour ce retour d'expérience et cette réflexivité sur ces expériences.
des questions, nous, qui nous préoccupent voilà, dans nos projets de recherche aussi, et qui sont globalement celles de la place Ouais. des sciences humaines et sociales en général dans le milieu scientifique, et sa place qui n'est pas gagnée d'avance et qui effectivement pose un certain nombre de problèmes. Moi, j'ai bien aimé la façon dont tu as présenté les choses. J'aurais une question, parce qu'il y a, me semble-t-il, peut-être une faille dans cette posture-là. L'approche pragmatiste, elle est intéressante parce qu'effectivement, elle permet d'être proche des effets, ici, des effets du savoir, des effets de la technologie, comme tu l'as dit, et donc de ne pas se désintéresser finalement à ce que va produire dans la société en termes de représentation sociale, en termes de partage de territoire, la technique ou les savoirs. Donc ça, c'est intéressant. Mais on sait bien que dans l'évaluation ou l'interprétation des effets d'une technique ou d'un savoir, il y a en concurrence précisément des récits interprétatifs. Et que si on ne s'intéresse qu'aux effets et pas à la normativité du savoir en lui-même ou de la technique, c'est-à-dire à précisément les valeurs, mais pas que les valeurs, c'est-à-dire comment on produit un savoir aujourd'hui, quels sont les critères de sa fiabilité, qu'est-ce qui permet aux scientifiques de dire que tel diagnostic est robuste ou que telle technique est efficace. Si l'éthique ne s'intéresse pas aussi à ça, je ne dis pas qu'il faut revenir à l'opposition entre normativiste et pragmatisme, mais moi je pense que précisément la posture pertinente aujourd'hui, c'est d'allier les deux. C'est de dire qu'on ne peut pas, en quelque sorte, juger de l'effet d'une technique sans connaître comment la mécanique précise avec laquelle elle a été construite, et précisément les présupposés qu'il y a et qui sont très nombreux, et les valeurs qu'il y a et qui sont très nombreuses dans la production des savoirs. Si on risque, je dis, c'est pour ça que je dis la faille, mais c'est peut-être pas une faille, parce qu'à mon avis, vous l'avez déjà discuté, on risque, en ayant une posture simplement, mais c'est pas péjoratif quand je dis ça, pragmatiste, d'être pris au piège finalement de la mécanique épistémologique dominante dans le projet de recherche, et précisément de ne pas avoir les moyens critiques pour la déconstruire et voir en quoi finalement elle produit certains effets plutôt que d'autres. C'est tout à fait juste, et je me rends compte que du coup je me suis peut-être mal fait comprendre, parce que c'est ce qu'on fait en fait. Voilà, donc peut-être que 30 minutes c'était un peu juste, mais effectivement oui, toutes ces valeurs, quand on déconstruit les récits dans un premier temps, on nomme en fait, on dit voilà, par exemple il y a 10 ans, même plus qu'il y a 10 ans, il y a 12 ans, le premier projet sur lequel je travaillais, c'était un projet où il y avait de la reconnaissance faciale. Bon, voilà, il y a toutes des valeurs évidemment qui sont embarquées dans la reconnaissance faciale. Une des discussions qu'on a eues, par exemple, entre partenaires, à un moment, on discute, et puis disons, on va peut-être travailler sur une reconnaissance faciale, une reconnaissance des visages, qui va travailler plus que sur, finalement, la reconnaissance du triangle, etc., ou la reconnaissance des émotions, donc quelque chose de moins infligeant, c'est-à-dire en termes de catalogage des faciès, de catalogage plutôt de mise en mémoire de tous les faciès possibles. On va travailler sur la couleur de la peau. Et donc le fait que, la technologie va reconnaître que c'est de la peau humaine, elle va distinguer entre la peau d'un animal et la peau d'un humain, parce qu'il y a tout un spectre de couleurs qui va faire en sorte qu'on va bien savoir que c'est un humain et pas un animal. Et donc là on a dit, attention, parce que là, vous faites une technologie possiblement raciste. Donc ça va dans le sens de ce que tu dis. Et on a dit, non, ça on ne peut pas. Par exemple, là on a été extrêmement normatif, on a dit non. Et le juriste a dit, on ne peut pas. Alors ils ont dit, d'ailleurs, je caricature un petit peu parce que je ne veux pas les mettre dans une posture d'imbécile, ce qui n'est pas du tout leur cas. Mais je veux dire, voilà, ça c'est typiquement le genre de choses qui se passe durant les projets. Et donc effectivement, on identifie les valeurs. Mais c'est grâce à un exercice où on s'est dit, mais imaginez qu'on est aux frontières de l'Europe et vous avez tous ces migrants qui arrivent. Ce serait bien facile, bien sûr. Parce que c'était ça aussi, c'était parler des caméras sur les plages qui pouvaient distinguer entre un animal, donc distinguer finalement une texture avec des poils, une texture sans poils, et donc parce que c'est comme ça que je veux dire que ça fonctionne en termes de distinction. On a dit voilà, ça peut pas, parce que justement il y a vraiment un biais qui, même si vous ne l'utilisez pas comme tel et vous n'avez pas du tout l'intention de le programmer comme tel, vous avez l'intention de le programmer en fonction d'un critère discriminant avec les poils, donc avec la peau des animaux, c'est quelque chose qui pourrait justement être infligeant dans un autre contexte. Voilà. Et donc effectivement, c'est ce qu'on fait. Et quand on travaille sur les scénarios noirs, eh bien justement, on voit toute la liste des valeurs qui semblaient tout à fait soit innocentes, ou qui étaient tout à fait invisibles. Elles apparaissent et du coup, il y a une prise de conscience
Donc voilà, moi, je me suis sans doute mal exprimée, désolée. Oui. J'ai l'impression que j'ai jamais eu autant de sollicitations d'éthique, mais j'allais dire d'une manière palliative. Pour dire effectivement, on a fait l'inventaire des questions à poser. De toute façon, on est dans un contexte de compétition. Si ce n'est pas nous qui le faisons, ça sera quelqu'un d'autre. Et peut-être qu'il le fera moins bien que nous, d'une certaine manière. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi, au-delà de l'analyse que vous faites et qui est remarquable, c'est vrai que quand on participe à ce genre de rencontre, on a l'impression d'être plus intelligent de l'intelligence de l'autre, puisque finalement, il y a cet échange. Une fois le cercle rompu, et qu'on se retrouve à constater, et nous on le voit en matière de bioéthique aujourd'hui dans la révision de loi de bioéthique, ce qui ne sera pas autorisé aujourd'hui le sera de toutes les façons demain. Et si ce n'est pas autorisé, de toute façon on n'aura pas le choix, puisque d'autres pays auront d'autres approches des questions d'éthique, et ce seront aussi des démocraties comme nous. Donc je termine juste sur l'aspect un peu psychologique. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de décevant à faire ce type d'éthique aujourd'hui ? Ouais, on a eu beaucoup de chercheurs déçus, hein, je dois dire ça. Beaucoup. Alors... Moi qui ai commencé à faire ça depuis longtemps, j'ai plus d'espoir qu'au début, par exemple, parce que je me rends compte justement qu'en termes de... parce que les partenaires, bon, on commence avec des partenaires, puis alors on fait un autre projet, d'autres partenaires, et finalement les partenaires, on les retrouve, pas tous, mais on se rend compte qu'il voilà, y a eu quand même... il y a eu une espèce de... Il y a eu des bienfaits à nos échanges. Nous, on a été moins... ils sont complètement stupides, ils veulent nous, etc. Eux, on ne sont pas dit, ils servent à rien, ces gens, pourquoi on nous les fout sur la tête. Donc il y a eu quand même, il y a une vertu à l'échange. Mais c'est vrai qu'au début, c'était très difficile parce qu'on était tous très déçus. Et beaucoup de jeunes chercheurs ont dit, mais en fait, ça ne sert à rien, mon travail ne sert à rien, et ça ne sert à rien pour la société, etc. Alors, bon, c'est très difficile de répondre à des grandes questions comme ça à partir de terrains, de projets très situés, qui durent 3 ans. Avec, je veux dire, ce contexte est extrêmement petit, donc on ne peut parler que d'à partir de cette petite concrétude qu'étaient tous ces projets de recherche. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu désemparant, en tout cas, dans cette idée qu'effectivement, on fait tout ça, et en même temps, si je vois par exemple sur la reconnaissance faciale, on avait écrit beaucoup de choses il y a 12 ans sur tous les... on avait montré tous les points d'attention, et être, soyez prudents là-dessus. On voit que tout ça, évidemment, tout ça n'a pas été suivi. Sur les RFID, etc. Et donc, effectivement, il y a quelque chose de très désarmant. Et en même temps, il y a aussi beaucoup parce que je vois ça avec les étudiants, beaucoup d'étudiants qui sont très soucieux de tout ça. Donc, tous les étudiants ne sont pas simplement des étudiants qui veulent simplement innover, gagner beaucoup d'argent grâce à des business models sur les données, sur ceci ou sur cela. Donc, difficile de répondre autrement que comme ça, mais effectivement, c'est un peu le tonneau des Danaïdes, quoi. C'est vrai. Comme on a un petit changement, un nouveau changement dans le programme, on peut laisser des questions supplémentaires. Merci beaucoup pour cette conférence. J'aimerais savoir comment vous êtes impliqué dans des projets. Parce que les projets dont vous avez parlé, qu'est-ce qui fait que vous êtes sollicité sur tel ou tel projet ? Quelle est l'initiative au départ ? Est-ce vous qui choisissez les projets ? Alors, les projets là, dont je parle sont des projets technocentrés. Donc, il y a 2 types de projets. Des projets européens qui étaient le 6e programme cadre, le 7e programme cadre, et maintenant le projet dit Horizon H2020, donc les instruments de financement européens. Et voilà, et dans cette grande nébuleuse des projets européens, les universités en général renseignent leurs compétences. Voilà, ici, à l'Université de Namur, on est compétent en éthique des technologies. Toutes les questions légales aussi, ça fait très très longtemps qu'on s'intéresse à toutes ces questions. Et donc on est sollicité en fait. Donc comment ces projets se montent ? C'est un ensemble de... Alors dans les 6e et 7e programmes cadres, c'était des labos en fait qui disaient on va travailler sur la surveillance multimodale, et donc l'Université d'Amsterdam, l'Université de... je ne sais plus très bien toutes les universités, 3 universités européennes se mettent ensemble, cherchent des partenaires industriels, et puis avec cette obligation, donc ça c'était vraiment inscrit dans l'instrument de financement, vous êtes obligé d'avoir, si vous voulez, vous aviez des degrés de sensibilité dans les projets, donc tous les projets étiquetés surveillance étaient des projets dits sensibles dans lesquels il devait y avoir des éthiciens et des juristes. Tous les projets des financements européens ne sont pas forcément obligés d'avoir des juristes, mais en tout cas, des projets étiquetés sensibles le sont. Et puis il y a aussi, en amont de la commission, si vous voulez, toute une série de... je ne vais pas dire lobbying, c'est peut-être un mauvais mot pour ça, mais en tout cas, à l'intérieur de la commission, des gens qui militent pour que dans les projets industriels ou technologiques, il y ait des sciences humaines, pas forcément pour faire de l'éthique d'ailleurs, mais que les sciences humaines et sociales aient une place dans la construction des technologies qui vont faire demain, si vous voulez.
Et donc c'est comme ça que ça fonctionne, c'est qu'on vient nous chercher très souvent, puisque nous, on n'est pas à la manœuvre pour faire des technologies, bien sûr. Alors on pourrait imaginer que la faculté d'informatique le fasse, mais nous, dans mon centre de recherche en éthique et sur toutes les questions légales, c'est comme ça que ça fonctionne. Et alors les instruments de financement régionaux de la Belgique francophone, donc de la région wallonne, ont décidé de se calquer très fort en fait, sur les instruments de financement européens. J'imagine qu'en France, c'est peut-être comme ça aussi dans la manière d'évaluer, etc. Voilà, avec des critères, sans doute que ça quelque chose qui leur convenait. Et donc on a été embarqué dans les projets régionaux avec le même type de mandat. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Merci à vous. On va s'arrêter là pour Très bien. les questions. Voilà. Et voilà.